Alors, je vais vous repartager le support spécifique au passeport prévention. J'espère que tout le monde m'entend toujours bien. Le voici. Eh bien, on est parti pour une petite heure ensemble sur la thématique du passeport prévention. La grosse actualité santé-sécurité de la rentrée. Euh, pour commencer, en tout cas, je crois savoir qu'il y en a qui ont déjà participé au webinaire précédent et celui-là donc est le quatrième et dernier de la journée proposé par le CNFCE. Donc bah merci et bravo à ceux qui ont suivi les quatre et d'être arrivés jusqu'au bout. Pour ceux qui démarrent cette journée avec moi, en tout cas merci pour l'intérêt que vous portez à la prévention des risques en entreprise. Je me présente rapidement, je suis Geoffrey Michelet. J'accompagne le CNFCE maintenant depuis plus de 10 ans sur les formations santé, sécurité au travail et de manière globale la prévention des risques en entreprise. Aujourd'hui, donc, on aborde, comme je vous le disais, la grosse nouveauté de la rentrée, le passeport prévention. C'est un webinaire qui est surtout à destination des dirigeants d'entreprise et des membres du service RH. Notre objectif, c'est de comprendre en quoi le passeport prévention va changer un petit peu vos obligations en tant que dirigeant et responsable RH. On va voir que c'est un outil de conformité, de simplification et également de valorisation des parcours de formation, mais vraiment spécifique à la santé et sécurité au travail. Mettons un petit point vocabulaire tout de suite en avant. On risque d'aborder, enfin d'utiliser un acronyme qui peut porter à confusion. C'est l'acronyme SST. Donc, on l'a dans santé sécurité au travail, mais on peut aussi l'aborder sur une formation qui est liée typiquement au passeport prévention. C'est la formation sauveteur secouriste du travail. Alors, un peu de contexte légal pour comprendre pourquoi ce passeport prévention. Il n'est pas arrivé comme ça au 1er septembre, en tout cas pour les organismes de formation, et pas aujourd'hui, en tout cas disponible pour vous, entreprises. Il rentre vraiment, je dirais, il a commencé à apparaître en décembre 2020, si je ne me trompe, suite à un accord national interprofessionnel qui posait un petit peu les principes d'un outil numérique de centralisation. Tout ça, c'est devenu donc une loi le 2 août 2021, donc avec un article, enfin c'est inscrit au Code du travail, hein, le 41-5, et il y a eu le décret d'application le 29 novembre, décembre, pardon, 2022. Et tout ça, ça s'intègre vraiment dans le quatrième plan santé au travail de 2021-2024. Donc, retenez bien en fait ce contexte légal, pas forcément les articles à proprement dit, mais ça va plus loin qu'un nouvel outil numérique, c'est une véritable obligation d'utiliser et de tenir à jour, hein, on va voir après les différentes étapes, ce passeport de prévention. À défaut, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée. Euh, Outre son contexte légal, pourquoi c'est mis en place? On va voir ça avec quelques chiffres. Vous avez peut-être déjà vu à travers vos services ou à travers des formations l'évolution des chiffres en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Donc là, on a des chiffres assez récents. En 2023, on est presque sur 600 000 accidents de travail déclarés, dont 810 mortels. En termes de maladies professionnelles, et pour ceux qui aiment bien les acronymes, on peut parler d'ATMP, hein, on est sur plus de 50 000 maladies professionnelles reconnues. Donc on est clairement face à une priorité nationale. Et cet outil, donc le passeport prévention, devient vraiment utile et outil en tout cas cette exigence en matière de conformité. Donc en soi, c'est véritablement un outil vital qui vous permet de suivre vos obligations en matière de santé sécurité au travail. Alors, histoire de vous impliquer un petit peu dans ce webinaire, sachant que vous n'avez pas la parole, logiquement, vous allez pouvoir en tout cas interagir un peu avec moi à travers un petit quiz que je vous ai préparé. Il y a deux petites questions, logiquement, que vous devriez voir apparaître en sondage dans votre barre de navigation de Zoom. Donc, il y a quelques questions au passage. Alors, est-ce que vous avez accès du coup à ce sondage?
Ok, je vois déjà certaines réponses qui apparaissent. Alors, donc, pour ceux qui ne l'ont pas forcément vu, la première question était dans vos entreprises, comment suivez-vous aujourd'hui les formations obligatoires? Et la seconde question était, enfin est toujours, est-ce que vous avez une vision claire des échéances? Bon, pour la deuxième réponse, deuxième question, pardon, on voit qu'il y a quand même une majorité de oui. Euh, allez, deux tiers, un tiers pour du oui. Donc vous avez quand même une bonne gestion euh, des échéances en matière de formation santé sécurité au travail. On peut penser au recyclage des formations SST, justement, sauveteur secours du travail, vu que l'acronyme a été défini en début de webinaire. On a quand même un 30%. Donc là, on commence à deviner un petit peu l'utilité, justement, de la mise en place de ce passeport de prévention. Et j'aimerais bien pouvoir accéder aux réponses. Et là, malheureusement, je ne les ai pas. Pourtant, c'était sous forme de texte. Euh, bon, en tout cas, vu le nombre de réponses, vous suivez quand même vos formations obligatoires. Parfait. Bon, on va voir en quoi justement ce passeport de prévention va pouvoir vous aider. Alors, pourquoi un passeport prévention? Ça va permettre donc une meilleure traçabilité et une traçabilité officielle de vos formations en matière de santé et sécurité au travail. Tout sera et tout commence déjà à être centralisé dans un seul espace unique et sécurisé. On va voir justement de quelle façon il est sécurisé. Ça permettra au moins à un tiers d'entre vous d'anticiper les échéances et renouvellements et de ne pas subir justement la périodicité des formations et de recyclage. Pour en citer d'autres, on peut penser aux habilitations électriques ou des CACES par exemple. euh, et garantir donc la fiabilité pour les employeurs et les salariés. Maintenant, quels périmètres et quels risques sont pris en compte dans ce passeport de prévention? Je pense que certains parmi vous ont déjà mis le nez ou peut-être même poussé un peu la chose euh, sur un document qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Là, je peux peut-être même vous faire interagir d'une autre façon. Je crois que vous avez la possibilité de lever la main. Euh, on va poser la question différemment. Pour ceux qui n'ont jamais, en tout cas, touché ou lu un document unique, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Alors, OK, donc j'ai une première main levée. Euh, OK, j'en ai quelques-unes. Euh, alors, bon, sans nous étendre sur le document unique, mais c'est quand même très en lien avec le passeport de prévention. Hein, le document unique, c'est un document obligatoire dans toutes les entreprises qui va lister l'ensemble des risques auxquels les salariés de votre entreprise sont confrontés, les mesures de prévention déjà existantes et ensuite les mesures que vous allez pouvoir mettre en place pour essayer de diminuer ou même supprimer ces risques. Après, il y a tout un tas de critères et d'indicateurs qui sont mis en avant par le biais de formules dans ce document unique et qui vont permettre de prioriser les actions à mettre en place. Pour en savoir plus sur la partie document unique, vous pourrez éventuellement nous contacter par mail, mais je vais quand même essayer de rester focus vraiment sur la partie euh, passeport de prévention. Et juste pour répondre rapidement à une question, oui, ce passeport est obligatoire pour tout travailleur, en fait, pour tout salarié. Après, il peut y avoir des travailleurs sur des statuts particuliers comme des auto-entrepreneurs et autres. Euh, Vous avez la possibilité, en fait, d'avoir réponse à toutes ces questions et tous les processus de déclaration en ligne directement sur le site internet officiel du passeport prévention. On reverra ça un petit peu plus loin dans cette animation. Donc, pour revenir sur les risques pris en compte, bah, c'est simple, c'est tous les risques présents dans le document unique. Donc, ces classes de risques ne sont pas inventées de nulle part, hein. Ils ont été définis par l'INRS, l'Institut national pour la recherche et la sécurité en entreprise. Donc, à partir du moment où vous avez un risque présent dans votre entreprise, vous devez former euh, vos équipes pour
demeurer en toute sécurité, limiter le risque d'accident de travail et d'apparition de maladies professionnelles. Là, sur la présentation, vous en avez quelques-uns, euh, mais on peut vraiment lister donc une petite vingtaine et on peut derrière même ouvrir ça sous plusieurs sous-catégories. Pour faire écho au webinaire précédent, hein, qui parlait donc du harcèlement, euh, ça va faire partie des risques psychosociaux, par exemple. Maintenant qu'on a pu un petit peu voir ce périmètre sur lequel on doit, en tout cas, cadrer les formations et commencer à alimenter ce passeport prévention, on va voir un peu les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer. Dans un premier temps, les bénéfices pour l'entreprise. Ça va vous permettre de simplifier la gestion des obligations légales. Je parle bien uniquement en matière de formation, pas les autres. Euh, Vous allez avoir un tableau de bord qui va vous permettre de suivre vos obligations et vos formations euh, santé, sécurité au travail, donc qui auront été effectuées au sein de votre entreprise. On pourra même aller plus loin pour avoir l'historique, sous réserve, on abordera ça un peu plus tard, l'historique des formations suivies par un nouveau collaborateur embauché dans votre équipe. Vous allez pouvoir anticiper les renouvellements obligatoires. Donc, hashtag les formations sauveteurs secouristes au travail et même d'autres, où la périodicité n'est pas forcément très claire vis-à-vis du Code du travail. Je pense aux formations incendie et gestes et postures, par exemple. Et l'objectif, on pourrait dire principal, même si je vous le présente enfin, c'est vraiment de réduire les risques d'accidents et de maladies professionnelles. Euh, on voit bien ce que ça peut engendrer, hein, l'apparition d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. En premier lieu, la victime, euh, donc la douleur subie et également tous les désordres familiaux et sociaux qui pourraient impacter cette victime, mais également pour l'entreprise elle-même au niveau des coûts directs ou même indirects, hein. C'est la perturbation de l'organisation d'entreprise, les prises en charge et autres indemnités. Donc, vous allez quand même pouvoir en tirer un fort bénéfice, en tout cas, à employer ce passeport de prévention. Le deuxième bénéficiaire de ce passeport de prévention, c'est le salarié lui-même. À terme, il aura accès justement à l'historique de ses formations qui seront toutes centralisées dans ce passeport de prévention. Ça pourra l'aider à valoriser justement son parcours professionnel et donner une meilleure visibilité pour la carrière et sa mobilité en termes d'employabilité, si jamais il devait quitter votre structure et ensuite intégrer une nouvelle entreprise. Et il aura aussi une autonomie sur le suivi de ses compétences. Il n'aura pas forcément le besoin d'aller voir un service RH pour obtenir son attestation de formation, pour ensuite la fournir à son nouvel employeur, par exemple. Donc, voici en tout cas les deux bénéficiaires du passeport prévention. Maintenant, on va aborder les acteurs impliqués justement dans la complétion de ce document, de cet outil plutôt. Pardon. Hop, les acteurs impliqués. En premier lieu, et on va le voir après au niveau du calendrier de déploiement, ce sont les organismes de formation tels que le CNFCE et autres, qui alimentent justement ce passeport prévention à la suite donc d'une formation qui aurait été animée dans vos entreprises. En tant qu'employeur, vous allez pouvoir, d'ici quelques temps, déclarer et suivre les formations. Donc, suivre, c'est-à-dire aller vérifier ce qu'un organisme de formation va avoir déclaré dans ce passeport de prévention. Après, vous verrez, hein, je vous montrerai un peu l'onboarding euh, de ce passeport de prévention. Mais également, vous allez pouvoir et devoir, pardon, déclarer les formations que vous avez animées, que vous allez animer en interne. On va prendre un exemple. Certaines entreprises ont des formateurs internes sur la thématique sécurité incendie, secourisme ou autre. Et si vous effectuez ces formations en interne, donc sans passer par un organisme de formation externe, il sera à votre charge d'alimenter le passeport de prévention des apprenants formés. Et on n'oublie pas, donc aujourd'hui, ce qui va être dans un premier temps fait, c'est évidemment de vérifier les données saisies par un organisme de formation que vous avez mandaté pour former vos équipes. Les derniers qui auront accès à ce passeport prévention sont les salariés qui, eux, vont pouvoir consulter également les données alimentées dans ce passeport prévention.
Et ils pourront également compléter ce passeport prévention par le biais enfin, par rapport aux formations qu'ils auraient suivies, eux, de manière autonome, c'est-à-dire indépendamment des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et enfin, et donc c'est un point important en termes de sécurité, c'est l'État et la Caisse des dépôts. Comme pour mon compte formation, le passeport prévention est suivi et sécurisé par la Caisse des dépôts. Ce sont eux qui pilotent et qui ont mis en place depuis plusieurs années ce passeport prévention. Alors, au niveau du calendrier, parce que là on aborde quelque chose depuis maintenant 20 minutes, le passeport prévention, euh, un outil auquel vous n'avez pas encore accès, sauf si vous êtes aujourd'hui organisme de formation. Vous pourriez être dans votre entreprise, avoir un numéro de déclaration d'activité et de ce fait avoir déjà accès euh, à l'outil et pouvoir administrer, saisir les formations qui auraient été déjà animées depuis le 1er septembre. Donc ce passeport de prévention a été ouvert aux organismes de formation uniquement depuis le 1er avril. Pour les entreprises non organismes de formation, l'accès sera donné courant du premier trimestre 2026, donc pour tous les employeurs. Et pour les salariés, ça arrivera sur le dernier trimestre 2026. Donc on voit que c'est un déploiement progressif pour qu'on ait le temps, pour que chacun des acteurs ait le temps de se l'approprier. Par contre, ce que je vous invite, c'est on va le voir après, hein, il y a des simulateurs, c'est de ne pas attendre le premier trimestre 2026 et d'être pris de court pour commencer à vous intéresser et je dirais à jouer avec l'outil. Vous allez voir qu'il y a donc un simulateur qui est accessible. Donc justement, donc, à travers ce parcours donc, d'intégration de cet outil au niveau des différents acteurs, organismes de formation, entreprises et ensuite salariés, donc on a déjà, et vous avez accès à un simulateur. Vous allez pouvoir donc vérifier si telle ou telle formation doit être déclarée dans ce passeport de prévention. Pour les OF, donc les organismes de formation et les employeurs, vous pouvez déjà accéder soit par le biais du site internet du passeport prévention à un espace, alors pour les entreprises sans pouvoir aujourd'hui déclarer, mais vous pouvez accéder à l'espace, soit par le site directement, soit par le portail Net Entreprise, pardon. Et évidemment, si vous passez par Net Entreprise, il faut enfin, vous devez avoir les accès à la section ATMP. Euh, Et donc à terme, donc, on peut reprendre, hein, vous allez pouvoir vous vérifier ce que les OF ont déclaré dans cet outil. Alors, on en parle à travers quelques phrases maintenant. Voyons voir à quoi ça ressemble. Alors, là, ce que vous pouvez voir, c'est une capture d'écran du passeport prévention, en tout cas des différentes étapes pour effectuer une déclaration. Je précise que l'accès que vous voyez aujourd'hui, c'est l'accès organisme de formation. Je ne peux pas vous garantir à 100% que demain, l'accès entreprise sera identique. C'est un outil qui est, comme vous l'avez vu, hein, aujourd'hui en ligne depuis peu et qui a vocation à évoluer, évidemment, et qui change encore quotidiennement. Pour l'utiliser régulièrement depuis qu'il est en ligne, on voit que c'est véritablement un outil qui évolue. Donc, on va voir un peu les différentes étapes pour déclarer une formation. Sur cette capture d'écran, vous avez donc deux gros blocs. Le premier, c'est pour déclarer donc l'attestation de formation. Donc, lorsqu'un ou plusieurs collaborateurs ont suivi une formation dans son intégralité, l'organisme de formation va pouvoir déclarer cette formation. À l'inverse, vous voyez qu'il y a un deuxième item, un deuxième bloc qui est le justificatif de réussite. On peut prendre une formation qui est assez connue hein, de toutes et tous, la formation sauveteur secouriste du travail. J'imagine que certaines ou certains d'entre vous l'ont déjà, sont sûrement SST. C'est une formation, même si vous la suivez dans son intégralité, vous pouvez ne pas être certifié par le formateur. C'est une épreuve pratique. Vous devez répondre à certains critères de certification. Alors tout ça, c'est cadré, hein, c'est pas à l'appréciation du formateur. Hein, il y a un cadre légal qui est déterminé par l'INRS. Ça sera la même chose pour les KCS avec le CNAM. Et dans le cas d'une réussite à cet examen, eh bien là, on est amené à compléter donc ce deuxième bloc qui est le justificatif de réussite.
À terme, les organismes comme l'INRS ou le CNAM sont censés pouvoir alimenter automatiquement cette partie justificative de réussite. Aujourd'hui, c'est à la charge des organismes de formation. Maintenant, il y a une troisième petite partie qui est assez intéressante sur cette capture d'écran. Vous le verrez, c'est tout en haut à droite, en dessous la partie rouge où il y a marqué Mon compte. Vous voyez qu'il y a un onglet qui s'appelle Historique des déclarations. C'est à partir de cet onglet que vous allez pouvoir suivre et vérifier ce que les organismes de formation ont déclaré. Donc, ça sera vraiment votre outil de pilotage et c'est là où ça sera véritablement une aide pour vous. En tout cas, pour un bon tiers d'entre vous à travers les petites réponses au quiz. Ça va pouvoir vraiment vous aider à piloter vos actions de formation, vérifier les dates de recyclage, évidemment. Donc, on choisit son item pour déclarer sa formation. Ensuite, c'est là où les choses vont commencer à se compliquer un petit peu. Il va vous falloir, je pense, un certain temps pour vraiment vous familiariser, non pas avec l'outil qui est assez simple, mais avec une certaine codification. On va voir ça un peu plus en détail et je vais même vous présenter quelques exemples assez concrets. Donc là, on prend sur cette capture d'écran l'exemple d'une formation manipulation des extincteurs. Pareil, donc, la formation obligatoire, hein, quelle que soit votre activité, que vous soyez dans le public ou enfin, dans la fonction publique ou dans le privé. Donc on va donner le nom de la formation, une date de début, une date de fin, les modalités d'animation à distance, en présentiel, en mixte. Et ensuite intervient les compétences transférables. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de compétences transférables? Le passeport prévention, en fait, on va y déclarer donc toutes les formations liées à la santé et sécurité au travail, mais sur des formations où les salariés vont être formés et ils vont acquérir des compétences qui seront transférables d'une entreprise à une autre. Et ces compétences transférables, elles sont listées dans un tableau. Donc, vous pouvez facilement récupérer ce tableau au format PDF sur le site du passeport prévention, hein. Si on prend à l'écran, juste en dessous le cadre compétences transférables, vous voyez un petit lien qui s'appelle J'ai besoin d'aide. En cliquant dessus, vous avez un tuto et la possibilité de télécharger le PDF. Et de cette manière, vous avez donc le tableau de ces codes ROM avec à chaque fois la compétence transférable et le code qui s'ensuit. Et donc, quand vous déclarez, en tout cas quand l'organisme déclare, et vous, si vous déclarez en interne une formation réalisée ou si vous contrôlez une formation animée par un organisme, vous allez devoir contrôler si ces codes ROM correspondent bien à la formation animée et à ce que vous en attendiez. Aujourd'hui, on doit déclarer au minimum 3 codes ROM, donc 3 compétences acquises durant cette formation. On peut en saisir plus. Et aujourd'hui, l'outil, par contre, ne permet pas de remonter une erreur. Si je mets un code ROM sur une thématique manipulation extincteur, euh, enfin, qui est censé être lié à une manipulation extincteur, mais que demain je mets un code ROM sur euh, une compétence liée au recrutement, là on n'est plus dans la santé et sécurité au travail, je pourrais le saisir, par contre l'outil ne me dira pas que ce code ROM n'est pas adapté. Arrive ensuite la qualification du formateur qui a animé la formation, donc soit externe, soit interne. Ensuite, on va aller y saisir un format code. Pareil, donc chaque formation a son propre format code. Encore une fois, vous avez la possibilité d'obtenir un PDF avec l'ensemble des formats codes adaptés, enfin appropriés à chaque formation. Et on va terminer par euh, le dernier code à saisir. Donc toutes les formations santé, sécurité au travail, là, ça sera quand même beaucoup plus simple. On est quasiment toujours sur le code, donc le code NSF 344R. Donc c'est la partie où vous allez peut-être avoir besoin de vous exercer, de tâtonner un petit peu. Sorti de ça, une fois que c'est fait, le reste, c'est assez simple. Là, on va commencer à saisir donc les apprenants qui ont été formés à l'issue de la session de formation. Donc arrive peut-être un sujet un tout petit peu sensible, c'est la transmission et donc la nécessité d'avoir le numéro de sécurité sociale, le NIR si vous préférez aussi. Donc du salarié formé. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, vous devez communiquer ces numéros de sécurité sociale aux organismes de formation. Alors la loi l'encadre hein, aujourd'hui, donc vous devez communiquer ce numéro de sécurité sociale. À défaut, sans numéro de sécurité sociale, l'organisme ne pourra pas compléter le passeport prévention.
Et l'organisme, en tout cas, va chercher à prouver qu'il a bien cherché à obtenir ce numéro de sécurité sociale, aura fait le nécessaire, mais si vous ne l'avez pas communiqué, c'est vous qui serez en défaut vis-à-vis de la loi. Donc pensez à bien communiquer et à être assez réactif pour bien communiquer ce numéro de sécurité sociale, qui sera vraiment un des prérequis pour compléter ce passeport de prévention. Arrive ensuite la saisie du nom de naissance. Le nom marital ne fonctionnera pas, donc il faudra automatiquement fournir le nom de naissance. Une petite option à saisir, donc, si c'est donc la déclaration pour ses titulaires est relative à une convention de formation signée avec son employeur. Le numéro de SIRET, donc là on est sur la fourniture d'informations relativement simple. Et si jamais il y a une référence interne à l'entreprise, vous pouvez saisir donc cette référence interne. Date de début de validité de la formation, date de fin. Typiquement, formation, sauveteur secouriste du travail ou habilitation électrique, par exemple. Et donc là, aujourd'hui, vous allez devoir saisir ça apprenant par apprenant. Vous pouvez donc lister jusqu'à 50 apprenants, je dirais, à la suite sur une session de formation. À terme, on espère qu'un système d'automatisation par biais d'une alimentation peut-être d'un fichier Excel permettra de gagner du temps sur cette interface. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, on doit les saisir un à un. Une fois ce champ complété, plus qu'une étape, on contrôle et on valide. Alors, je vais juste faire un tout petit point, voir si tout le monde suit, parce que je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. Euh, Sans forcément répondre à tout. Est-ce que ce passeport sécurité concerne uniquement formation certifiante? Ça concernera toutes les formations santé sécurité au travail. Typiquement, la formation sauveteur secouriste du travail est une formation certifiante. La formation incendie ne l'est pas, par exemple. Dans tous les cas, vous serez amené à l'alimenter. La seule différence, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur le support, ça sera vis-à-vis des premiers blocs. Une formation non certifiante, on va juste attester la présence du collaborateur, en tout cas du salarié, à la formation. Et si elle est certifiante, nous allons pouvoir compléter la formation, pardon, la partie justificatif de réussite. Donc bon, la petite slide sur la partie exemple concret, on y a répondu et on a pu les voir directement. Mais ça vous permettra véritablement de suivre la formation SST avec cette périodicité récurrente et légale. La périodicité pour l'incendie, elle est assez variable d'une entreprise à une autre, hein. L'INRS indique entre 1 et 3 ans selon la nature de l'activité et les risques auxquels vous êtes exposé. Et selon le métier du collaborateur, on peut penser à des agents de sécurité où eux, il y aura une obligation de recyclage. Et la formation geste et posture, en tout cas les formations geste et posture en ce domaine d'activité, peut être aussi assez variable. Donc, ça vous permettra en tout cas de visualiser l'ensemble de ces formations sur le tableau de bord, d'avoir ces alertes pour les formations qui arrivent à échéance. Et un point important, et ça je le vois régulièrement en pratique hein, depuis plus de 10 ans, soit des durées de recyclage qui sont dépassées, ou parfois, c'est un peu plus rare, on a plutôt tendance à voir régulièrement des durées de recyclage dépassées, ou des absences même de formation obligatoire. Mais on peut aussi parfois tomber sur des salariés qui ont été formés il y a peut-être quelques mois sur un recyclage sauveteur sécurité du travail et moins d'un an après, ils repassent un nouveau recyclage. Parce que derrière, au sein de l'entreprise, on n'est pas équipé d'outils nous permettant de suivre ça de manière précise. Donc, ça a un coût financier hein, de former, évidemment, mais il y a aussi tout le souci organisationnel. Et là, je repense tout à l'heure à ce que je disais, hein, c'est-à-dire que cet outil va vraiment être une aide pour vous dans vos process et dans la gestion de vos formations. C'est que vous allez pouvoir anticiper et non plus subir et pouvoir organiser ces sessions de formation et l'exploitation et donc de préserver aussi l'activité de votre entreprise vis-à-vis de ces formations. Alors, bon, ça c'est la partie codification obligatoire euh, que vous devez saisir, en tout cas qu'on a pu voir sur la slide, en tout cas peut-être la plus compliquée aujourd'hui, hein, c'est pour les organismes de formation. Donc, les compétences transférables, 3 minimum, 10 maximum. Format code, un minimum, on peut en saisir jusqu'à 5. Le code NSF, 1 jusqu'à 3, on est plutôt sur 1.
Et l'objectif, c'est de donner une cohérence nationale véritablement à cet outil passeport de prévention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelle que soit votre activité, euh, pareil que vous soyez dans le secteur public ou privé, on est sur les mêmes bases, la même codification. Et donc oui, pour un spectateur anonyme, on a déjà commencé à renseigner les formations suivies cette année par vos salariés, oui. Alors après, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous donner quand même un indicateur, la saisie de ces formations, et vous, même derrière, quand vous aurez accès à ce passeport prévention, donc que vous allez être amené à soit saisir les formations internes, soit à contrôler ce que les organismes ont saisi, euh, ça se fait pas dans la semaine ou dans les 2 semaines de la formation. Le délai laissé se compte en plusieurs mois pour contrôler ou saisir. Et donc là, on est vraiment sur le déploiement. Les organismes aujourd'hui, au niveau national, commencent à saisir depuis le 1er septembre. Ça a été ouvert à partir du 28 avril dernier, qui au passage était la Journée internationale de la santé et sécurité au travail. Donc, je pense que ça a été volontaire de mettre ça en place à ce moment-là. Euh, donc oui, on a commencé à le saisir. Alors, exemple, voilà, pour mettre un peu de concret derrière ces codes, euh, je vous ai cité, apporté quelques exemples, dont un qui fait écho au webinaire précédent, donc la prévention du harcèlement au travail, qui rentre clairement dans les risques professionnels. Donc le code ROM, donc c'est le 107-200, donc détecter des situations à risque, harcèlement, urgence sociale, addiction. Ensuite, on va pouvoir saisir, donc concevoir et mettre en place des actions de prévention d'information sur la santé et les salariés et les risques psychosociaux, pardon. Et si je ne me trompe pas, c'est la 17e classe de risque définie par l'INRS. Donc ça parlera à ceux qui ont l'œil avisé ou qui complètent et mettent à jour les documents uniques, ou potentiellement dans les techniques de gestion de conflits. Donc là, on en a au moins trois. Donc on répond au cadre légal, donc le fait de saisir au moins euh, ces trois codes. Au niveau du format code, donc le 42873, harcèlement de travail, et le NSF, le 344R, sécurité des biens et des personnes, hygiène et sécurité. Donc ceux-là sont véritablement propres à la thématique, et vous voyez le NSF, si je ne me trompe pas, on va le retrouver, pardon, hop, sur la formation sauveteur secouriste du travail. Donc au niveau des codes ROM, le 121 885, donc appliquer des techniques de premier secours en cas d'urgence. Le second, technique de sauvetage et de secourisme, et assurer la protection des personnes en situation d'accident ou d'incident. Le format code, sauvetage, secouriste du travail, et le NSF, comme pour le harcèlement, c'est du 344R. Alors, la police d'écriture est trop petite. Alors moi, je suis en plein écran. Je ne sais pas si... alors, il y a certaines slides. Pour pas que ça vous encombre trop, c'est sûr que ça a été un petit peu réduit, parce que le but, c'est surtout d'écouter et pas pour vous de lire un support indigeste. Sandrine, donc au regard des niveaux élevés de la sensibilité du numéro de sécurité sociale, il serait préférable que ce soit au stagiaire de communiquer son numéro de sécurité sociale lors de la formation. Cela éviterait la diffusion par mail du numéro de sécurité sociale des salariés. Ça se fait aujourd'hui généralement en amont. Après, ça peut être collecté. Donc ça, c'est à voir en lien avec les organismes de formation. Mais dans un souci organisationnel, généralement, on tente de les obtenir en amont. Après, généralement, les services RH, même vis-à-vis du RGPD, vous pouvez plus facilement avoir accès à cette ONIR, tout simplement. Aujourd'hui, on est aussi il y a une loi hein, qui nous demande et qui nous impose de le faire. Pardon, hop. Donc, voilà, je pense qu'avec deux exemples, vous avez pu comprendre un petit peu ce principe de codification. Donc, je vous rassure, hein, c'est surtout aujourd'hui à la charge des organismes de formation. Et vous avez des outils pouvant vous aider. Maintenant, le passeport prévention, c'est pas un outil isolé. Il est lié à d'autres outils qui existent déjà. Mon compte formation, donc accessible pour les salariés, donc le compte personnel de formation qui est également géré par la Caisse des dépôts. Demain, l'application mobile permettra aux salariés d'accéder
depuis l'application de mon compte formation au passeport prévention. Il est également complémentaire avec le passeport de compétences. Tout ça est sécurisé donc, par la Caisse des dépôts via l'outil France Connect. Et les données sont protégées et accessibles uniquement avec accord du salarié. Donc là, ça répond un petit peu aussi à une objection qui a été mise en avant vis-à-vis du numéro de sécurité sociale. Mais à travers en fait cet accord du salarié, ça va un peu plus loin que le numéro de sécurité sociale. Ça vient plutôt sur l'historique en fait des formations déjà passées par le salarié. C'est-à-dire que vous aujourd'hui, en tant qu'employeur, quand vous embauchez un salarié, donc vous avez le cadre légal qui vous permet donc d'avoir son numéro de sécurité sociale, de le communiquer, de renseigner les formations santé sécurité au travail auxquelles le salarié aura participé au sein de votre entreprise. Par contre, vous devez demander l'accord à ce salarié pour avoir accès aux données passées, aux formations qu'il aura réalisées dans l'entreprise dans laquelle il était salarié par le passé. Sans son autorisation, vous ne pouvez pas y avoir accès. Et pour terminer, je vous en ai parlé un petit peu, mais vous avez quand même pas mal de ressources utiles qui sont aujourd'hui accessibles. Donc, le passeport prévention lui-même, hein, donc le site internet de l'État est accessible, vous pouvez vous y connecter. Vous avez également un portail d'information avec beaucoup de ressources et le simulateur. Donc, je vous invite hein, vraiment, peut-être pas après ce webinaire, mais dès que vous en avez l'occasion, à aller vous amuser avec ce petit simulateur qui est quand même assez bien fait, euh, plutôt ergonomique. Et aussi, donc plus pour les salariés, le compte formation qui vous permettra aussi d'accéder à ce passeport prévention. Et donc, oui, pour Lilia, est-ce que les gestes qui sauvent et SST, c'est la même chose? Non, en soi, c'est une dénomination de formation différente, même si dans le contenu, on aborde plus ou moins des thématiques similaires, hein, comme la réanimation par exemple. Mais chaque formation, on va dire en secourisme, hein, pour donner un item général, après, vous pouvez avoir plusieurs dénominations de formation, et chacune va avoir un contenu qui peut varier et qui peut dépendre. Certaines vont dépendre de l'INRS, d'autres de la protection civile, par exemple. Mais dans tous les cas, si c'est d'une formation dans le cadre professionnel, il sera obligatoire de la déclarer dans le passeport de prévention. Pour conclure, euh, j'espère que vous avez bien compris que ça va être vous un véritable levier pour renforcer votre culture prévention en entreprise, hein. On rappelle, la prévention, c'est véritablement d'éviter l'apparition d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Ça sera aussi une véritable aide pour les services formation et les services RH aujourd'hui qui pilotent euh, les formations santé sécurité au travail des équipes. Un outil de valorisation euh, pour vos salariés et pour eux-mêmes pour l'avenir. Et maintenant, la prochaine étape, hein, c'est d'intégrer vraiment l'utilisation de ce passeport prévention dans vos habitudes en matière de formation santé sécurité au travail. Donc, n'attendez pas le premier trimestre 2026 hein, pour commencer à vous familiariser avec l'outil, avec les différents systèmes de codification. Euh, Vous pouvez les télécharger et y avoir accès dès aujourd'hui. Maintenant que j'ai pu terminer cette présentation, eh ben, même si j'ai déjà répondu à des questions, si je me trompe, je vais refaire le tour. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole, en tout cas par le biais du chat questions-réponses. Si vous avez besoin qu'on revienne sur des thématiques, n'hésitez pas. Alors, je reviens sur les différentes questions qui se sont un peu croisées. Donc oui, pour Marie-Caroline, donc on y a répondu, hein, c'est obligatoire, fonction publique, hospitalière, quelle que soit l'activité, publique ou privée, c'est obligatoire. Euh, Formation certifiante, on a abordé ça. Les organismes de formation, oui, on a déjà renseigné. La police, on en a parlé. La communication du numéro de sécurité sociale aussi, mais on sait bien, c'est un sujet sensible en tout cas aujourd'hui. Vous entendez quoi par formation certifiante? Je vais reprendre l'exemple. Une formation geste et posture. Vous faites appel à un organisme de formation.
Il forme vos équipes sur le travail sur écran, sur la manutention manuelle, la manutention de personnes. Vos salariés sont présents du début à la fin de la formation. Ils ont été présents. On peut donc, l'organisme va pouvoir attester qu'ils ont été présents. Mais ils ne sont pas certifiés. Ils sont juste attestés présents. Ça n'est pas une formation certifiante. Une formation certifiante, c'est quand elle est encadrée par un organisme d'État, typiquement comme la CNAM ou l'INRS. La CNAM, on en parlait tout à l'heure pour les CACES. L'INRS, elle, va superviser les formations sauveteurs secouriste du travail, mais également les formations PRAP, qui ressemblent un petit peu aux gestes et postures. Bon, l'INRS n'aimerait pas cette comparaison, mais on en revient un petit peu au même. Et ces formations, en fait, sont soumises à un examen à la fin, où le formateur met en situation réelle et où il y a des critères d'évaluation et où l'apprenant doit valider ces critères d'évaluation. Et à défaut, hein, en cas d'échec, le stagiaire ne pourra pas être certifié. Il n'aura donc pas la compétence. Il aura bien une attestation de formation, mais il n'aura pas la certification. On peut même après aller un tout petit peu plus loin, je ne sais pas, il y aura peut-être la question, c'est par rapport aux habilitations de conduite. Donc les CACES, tout ce qui est conduite de chariot élévateur par exemple, ou de nacelle. Donc il y a différents types de CACES, hein. Il y en a 6 différents. Selon vos besoins, vous allez envoyer vos salariés être formés pour qu'ils obtiennent leur CACES. Donc première étape, c'est qu'ils soient présents à l'ensemble de la formation. Donc là, l'organisme va pouvoir délivrer l'attestation de formation. Si le salarié réussit son examen, il aura donc sa certification. Par contre, il n'aura pas encore l'habilitation. L'habilitation, elle, est délivrée par l'employeur. Donc, l'organisme de formation va pouvoir donc, valider la certification. Derrière, les SST, l'INRS ou la CNAM va pouvoir confirmer ça. Ça sera enregistré chez eux, au niveau étatique, on pourrait dire. Mais derrière, l'habilitation, c'est l'employeur qui va la donner. Pour les entreprises, les certifications actuelles des salariés, nous allons devoir les ajouter dans le passeport prévention. Il y a une périodicité par rapport aux formations enfin par rapport aux dates à laquelle elles ont été effectuées. Ça, vous avez sur l'espace en ligne, vous avez vraiment toute la frise de déclaration pour savoir à partir de quand vous devez déclarer les formations. Enfin, le côté rétroactif en tout cas des formations passées. Est-ce qu'il faut les déclarer ou pas? Donc ça, je vous invite vraiment à voir. En plus, selon les catégories de formation, parce qu'aujourd'hui, le passeport prévention est ouvert en gros, dans les formations santé, sécurité au travail, pour l'instant, elles sont divisées en 4 familles. Aujourd'hui, nous, organismes de formation, on doit en déclarer 2 et progressivement, on va être amené à déclarer les 4 familles. Je précise, ces 4 familles sont censées couvrir l'ensemble des risques, hein, les 18 classes de risque de l'INRS. Alors, les formats codes ROM sont-ils au choix de chaque OF, risque de ne pas attribuer aux mêmes compétences ou aux salariés selon l'OF avec lequel la formation est mise en œuvre? Euh, J'entends. Là, on peut revenir, on va remettre rapidement un petit slide pour comprendre de quoi on parle. Donc, le code ROM sont les compétences transférables. Donc oui, alors non, c'est pas propre à chaque OF, hein. On a vraiment, c'est national, il y a une codification où on doit tous aller chercher le bon code ROM. Par contre, on n'est pas à l'abri d'une erreur ou d'une interprétation, euh, je dirais, qui peut être erronée. Donc on en revient à l'erreur. Donc logiquement, organisme de formation, on est quand même assez au fait donc des compétences transférables aujourd'hui vis-à-vis d'une thématique, hein. On les voit sur les programmes de formation, les objectifs, les compétences acquises sur une formation. Mais on n'est pas à l'abri non plus de faire une erreur. D'où l'importance à terme pour les entreprises aussi d'aller vérifier que ces compétences transférables déclarées par l'organisme de formation soient bien celles attendues par l'entreprise. D'où ce déploiement progressif et qui évoluera avec le temps. Mais non, c'est pas propre à chaque web. C'est un document. Je vous dis là, je vous invite vraiment à aller le récupérer, hein. Vous avez le petit lien, ou sinon sur votre navigateur et moteur de recherche préféré, vous tapez passeport prévention. Le premier lien proposé vous proposera sûrement l'accès au site officiel. Et donc là, vous pouvez obtenir donc, ces différents documents. Si le salarié ne veut pas donner ses formations dans la nouvelle entreprise,
Il peut, en effet. Il peut en tout cas, enfin, si je comprends bien la question, Cassandra, c'est il peut refuser à ce que vous, en tant que nouvel employeur, vous n'ayez pas accès à son passif de formation. Mais ce qui sous-entend que bah, toutes les formations obligatoires, même s'il les a passées il y a 3 semaines, quand il arrive dans votre structure, vous serez dans l'obligation de lui refaire passer ces formations. Parce que vous n'aurez pas, vous, une preuve comme quoi il a bien son SST, sa formation incendie ou sa formation geste et posture. Euh, ok, donc non, là, ça, c'était la même question en doublon. Euh, la mise à jour du passeport prévention peut-il être valorisé dans le document unique? Euh, ou en soi, oui, parce qu'on le fait déjà d'une certaine façon quand on suit bien son document unique. Le document unique, c'est de mettre en avant les mesures de prévention déjà appliquées, hein, et celles qu'on cherchera à mettre en place. Et dans les mesures de prévention, il y a les mesures organisationnelles évidemment, mais il y a souvent la formation qui apparaît comme mesure de prévention. Et c'est un peu la thématique justement du passeport prévention. Donc, le passeport prévention, c'est juste un outil bien plus performant qu'un tableur Excel ou un outil dédié RH permettant de suivre ces formations. Euh, Vous pouvez spécifier que c'est aujourd'hui suivi avec le passeport prévention, mais en soi, c'est obligatoire. Donc, c'est plutôt, j'aurais tendance à dire, c'est respect en tout cas de nos obligations en matière de formation pour couvrir les risques. Et là, vous listez dans votre document unique. euh, face à chaque classe de risque, formation à jour et vous faites le point tous les ans si vous avez plus de 9 salariés dans votre entreprise, hein. Donc là, il y a la mise à jour obligatoire au moins annuellement. Et donc, vous pouvez en tout cas certifier que les formations sont suivies. Il y a même je pensais à un autre petit, même plutôt gros avantage hein, de ce passeport prévention, c'est en cas de contrôle de l'inspection du travail. Demain, vous êtes contrôlé, ça sera beaucoup plus facile et ergonomique de prouver que vous êtes à jour de vos formations en quelques clics, en allant sortir votre tableau de bord sur Passeport Prévention, plutôt que de fouiller dans un drive pour accéder à un tableur Excel caché au fin fond d'un dossier, ou d'aller chercher dans les dossiers cartonnés, pour ceux qui utilisent encore le format papier, des attestations de formation. Là, en quelques clics, vous avez accès à l'historique. Euh, la mise à jour du passeport. Une formation soft skill RPS est-elle concernée? Ben, en soi, si elle est transférable d'une entreprise à une autre euh, et qu'elle permet d'atténuer les risques, oui. On a abordé la partie risques psychosociaux, donc oui. Après, pour en être certain, bah, gardez en tête, vous, cette thématique, reprenez le programme et allez vérifier dans le simulateur si c'est une formation qui est bien assujettie à une déclaration dans le passeport de prévention. Mais rien qu'à travers l'acronyme RPS, donc maintenant, si on le définit, c'est risques psychosociaux, on a le mot risque. Donc, prévention, santé, sécurité, risque, tout est lié. Donc, il y a de fortes chances, à 99%, que ce soit une formation, même en soft skill, à déclarer dans le passeport prévention. Mais sous réserve des 1%, ça, c'est le simulateur qui vous permettra de le vérifier et également d'aller vérifier donc les compétences transférables. L'habilitation électrique, oui, c'est une formation certifiante. Mais attention, là, c'est la formation habilitation électrique ne donne pas déclaration à l'habilitation, qui est ensuite la petite carte verte hein, qui est délivrée par l'employeur. Où peut-on trouver la liste des formations obligatoires exhaustives? Est-ce que cette liste dépend de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de la fonction, de la personne? Euh, eh bien là, en fait, on reprend les bases en fait du Code du travail en matière de santé et sécurité au travail, hein, et là, c'est pas en lien typiquement avec le passeport prévention. C'est vos obligations en matière de santé et sécurité. Reprenez tous les articles du Code du travail à partir du 41-21-1 et vous verrez qu'en fait, vous avez, en tant qu'employeur, de nombreuses obligations pour former vos personnels par rapport aux risques auxquels ils sont confrontés. Et tout ça, ça fait écho avec les risques établis par l'INRS. Donc, pour trouver ces listes, bah, vous avez, mine de rien, si je ne me trompe pas, encore une fois, à travers le simulateur et les PDF, toutes les familles de risques, en tout cas toutes les familles de formations qui doivent être déclarées. Donc là, je vous invite vraiment, c'est
comme on dit, à faire les devoirs en matière de santé et sécurité au travail, la manière la plus simple, c'est déjà d'ouvrir le document unique de votre entreprise, document obligatoire depuis 2004. Ça serait une bonne première étape. Qui dit risque dit formation en face. Et de manière non exhaustive, pardon, les formations obligatoires, vous avez l'incendie, donc la manipulation des extincteurs et l'évacuation. Les formations secourisme, avec un certain pourcentage d'effectifs formés. Et là, après, il peut y avoir la nature d'activité qui peut intervenir par rapport aux effectifs présents. Les formations gestes et postures, même sur le travail sur écran. On doit être formé au risque ergonomique. Et après, si vous êtes sur des métiers liés à de l'alimentation, il peut y avoir les formations hygiène alimentaire HACCP, les formations liées au risque chimique. Après, ça dépend de la nature d'activité. Mais à partir du moment où on a une entreprise en France, dites-vous bien qu'il y a des formations obligatoires en matière de santé, sécurité au travail. Et donc après, ça sera propre à chaque activité de voir quelle formation on va rajouter aux différents items de base, hein. Secourisme, incendie, gestes et postures. Après, qu'est-ce qu'on rajoute? Un restaurant, la ACCP, une usine de production de produits chimiques, risque chimique, peut-être atmosphère explosive, ce genre de choses. Où peut-on trouver le passeport? Eh bien, directement en ligne, le passeport prévention, sur le moteur de recherche. Vous avez le lien qui finit le site internet. Je vous le remontre, hein, si jamais vous faites une recherche en ligne, immédiatement. C'est ceux qui se terminent par travail-emploi.gouv, passeport-prévention, tout simplement. Et donc là, vous pouvez y avoir accès. Hop. Alors, vu qu'il y a beaucoup de questions, peut-être que je pars un peu vite, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce sera possible d'avoir une vision globale de l'ensemble des salariés sur un tableau synthétique pour voir si besoin d'une même formation pour plusieurs d'entre eux, vous permettant de mettre en place, par exemple? Oula. Est-ce possible? Alors, bon, j'ai compris un peu le sens de votre question. Bah, le tableau de bord entreprise, malheureusement, aujourd'hui, en tant qu'organisme de formation, je n'y ai pas accès. Les organismes n'y ont pas encore accès. Par contre, oui, c'est censé être vraiment l'outil de base pour vous aider justement à piloter ces formations. J'allais dire, c'est vendu comme ça. C'est un peu un des objectifs principaux, c'est de vous aider en tout cas à piloter et avoir cette vue synthétique. Après, voir de quelle façon on pourra avoir accès à des filtres par thématique et peut-être par service, à voir de quelle façon ça sera fait. Donc ça, je pense que vous pourrez véritablement commencer à avoir ce type de tableau de bord courant premier trimestre 2026. Une formation en intra-entreprise. Intra-entreprise ou inter-entreprise, ça ne changera pas, hein, que le formateur se déplace chez vous ou que vous envoyez vos salariés dans un centre de formation sur une formation inter-entreprise, c'est-à-dire avec d'autres entreprises dans la même salle de formation, ou même en visioconférence, ou même une formation e-learning, il faudra le déclarer dans le passeport de prévention. Devrons-nous fournir un historique ou bien y aura-t-il juste une date à partir de date X seulement? Spectateur anonyme, est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Euh, Devons-nous déclarer les formations à la conduite de chariot faites par un formateur interne et l'entreprise? À l'entreprise, pardon, puisque ce n'est pas transférable à une autre. Alors, c'est un CACES. Le CACES, pas le CACES et l'attestation de formation et la certification sont transférables. La compétence, le fait qu'aujourd'hui, vous me formez et vous me permettez d'avoir les compétences de conduire un chariot élévateur, j'ai obtenu ces compétences si j'ai passé l'examen, elles sont transférables. Par contre, c'est l'habilitation qui n'est pas transférable. L'habilitation est établie par l'employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille pour vous, demain, je travaille pour votre concurrent. Votre concurrent devra me donner l'habilitation, même si j'ai la certification. Quid des OF et de leurs obligations à eux de remplir ce passeport? Oui, bah c'est une obligation. Le CNFCE, entre autres, a cette obligation. Bon, on a quelques mois, évidemment, hein, mais on a l'obligation de remplir et d'alimenter ce passeport de prévention pour chaque salarié que vous nous confiez. Donc demain, vous confiez vos salariés, bon, on va rebondir sur la question du dessus, hein, au CNFCE pour un CACES, à l'issue de la formation, que votre salarié ait réussi ou pas l'examen, nous alimenterons le passeport prévention.
Pour celui qui a réussi, on va compléter en tout cas l'attestation comme quoi il a bien participé à la formation dans son intégralité. Et pour ceux qui ont réussi l'examen, on pourra compléter la partie compétences, certification. Après, appartiendra la troisième étape, l'habilitation donnée par l'employeur. Mais là, c'est spécifique à la conduite. Euh, mais donc oui, on a cette obligation. Et vous, à partir du premier trimestre 2026, vous pourrez contrôler euh, que nous avons bien alimenté les formations que vous nous avez confiées. En matière de santé et sécurité au travail exclusivement. Allez, je vais prendre les dernières questions parce qu'on arrive au bout du timing. Les écoles et universités devront-elles compléter les passeports pro? Non, on est uniquement pardon, sur les formations initiales, pas sur, pardon, euh, mince, on est sur les formations continuées, pas sur les formations initiales. Un diplôme comme un bac, c'est une formation initiale qui va donc délivrer un diplôme. Donc ça ne rentre pas dedans. Par contre, la partie CACES, donc là, si je rebondis, qui va être une formation passée durant le bac, par exemple, durant un bac pro, sera indépendante. C'est-à-dire qu'un étudiant va passer son bac et en même temps le CACES, va passer son bac pro et en même temps le CACES, mais il pourrait très bien réussir son CACES et rater son bac, ou rater son CACES et réussir son bac. Sauf si il faut avoir le CACES et que c'est un prérequis pour valider son bac pro. Ça, je ne sais pas. Mais oui, si le CACES a été passé durant le bac pro, le bac pro dans le CACES sera déclaré dans le passeport de prévention. Par contre, la partie bac professionnel ne sera pas déclarée. Après, donc, bah, pour ceux qui ne délivrent pas de CACES, hein, chaque entreprise délivre ce qu'il est titulaire ou pas en termes d'habilitation. Merci Tiffany. Seulement des attestations. OK. Une formation suivie en 2024 devra peut-être être remontée dans le passeport prévention ou bien seulement suivie. Non, il y a une antériorité hein, sur les formations. Ça, pour voir le niveau d'antériorité, je vous invite vraiment à aller sur la partie questions-réponses parce que ça peut être assez spécifique aux thématiques et aux périodes citées. Donc ça, c'est sur le site internet du passeport prévention. Euh, S'il y a une dernière question, je veux bien la prendre. Sinon, bah, on va s'arrêter là et je vais peut-être laisser la main à mes collègues du CNFC pour clôturer ce dernier webinaire de la journée. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout avec moi et avec le CNFCE. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée, une bonne intégration de ce nouvel outil.